Dossier 3, je suis aujourd'hui en direct de Caen et je vais donc vous parler de ce dossier 3. J'ai de la chance de faire le tour de toutes les villes de France grâce à la conférence Raphaël. Donc en direct de Caen, je vous fais le dossier 3. Donc vous recevez aux urgences une patiente âgée de 35 ans accompagnée de son mari suite à l'expression de propos suicidaires. Déjà, ça pose le décor. Les principaux antécédents de cette patiente sont un épisode dépressif majeur traité en ambulatoire l'année dernière et une attaque de panique. Le visage triste et figé, elle se dit sans énergie, sans espoir et n'a plus aucun plaisir pour ses activités sportives et artistiques habituelles depuis un mois. Là aussi, ça pose le décor, la durée de l'épisode. Ses gestes sont lents et son débit verbal également. Ma vie entière est un échec, une défaite, je n'en vaux pas la peine. Je ne sers plus à rien, je vous laisse, je dois partir, ce sont mes derniers mots. Elle a du mal à se concentrer et se plaint de sa mémoire. Elle a perdu du poids récemment et dort très mal. Vous ne retrouvez pas d'éléments délirants ni dissociatifs dans son discours. L'examen clinique somatique est normal. Faites une analyse sémiologique de cette observation. Il faut toujours partir donc du terrain avec des arguments épidémiologiques, le début de la symptomatologie, l'examen sémiologique et finir par l'examen somatique. Donc ce qu'on retrouve, c'est un antécédent d'un épisode dépressif majeur dans l'histoire, une date de début de la symptomatologie d'un mois, une tristesse, un ralentissement psychomoteur, une amymie, une allergie, une anédonie, des propos suicidaires, des troubles de la mémoire, une anorexie et des troubles du sommeil, et pas d'éléments délirants ni dissociatifs, et un examen somatique qui est normal. Donc les éléments à retenir, c'est surtout tristesse, ralentissement psychomoteur et l'anédonie avec le projet suicidaire. Et je vous rappelle que dans tout dossier de dépression ou de trouble thymique, il faut préciser si, oui ou non, il y a des idées ou un projet suicidaire. Quel diagnostic proposez-vous ? Bonne analyse sémiologique égale bon diagnostic. Et vous doutez bien, il faut juste coter l'épisode. Et ici, c'est un second épisode dépressif majeur avec des caractéristiques mélancoliques. Alors bien sûr, si les étudiants ont mis mélancolie, c'est accepté, ça vaut les mêmes points que tout ça, les 18. Mais ce qui est important sur le plan méthodologique, c'est de coter l'épisode, parce que ça conditionne quand même le traitement à partir d'un certain nombre d'épisodes, notamment des épisodes dépressifs qui se répètent au-delà de 3 sans antécédents familiaux. Il faut penser à une approche thérapeutique particulière. Donc juste pour rappel, majeur, c'est synonyme de caractérisé et c'est supérieur à 15 jours. Hein, donc ça dure plus de 2 semaines. Et la mélancolie, c'est la forme la plus sévère de dépression avec, je rappelle, une douleur morale intense, un ralentissement psychomoteur majeur et un projet suicidaire, des idées suicidaires. Donc c'est un tableau dépressif à son maximum, hein, son apogée, avec une sévérité importante. Décidez-vous d'une hospitalisation pour cette patiente, justifiez votre choix. Évidemment, oui. C'est non coté, oui ou non, c'est jamais coté. Ou il faut prendre cette information, il faut juste répondre, mais ce qui est important, c'est le schéma logique de mesures médico-légales. Donc on hospitalise, donc gros mots-clés avec plein de points, c'est simple, et sur un schéma d'hospitalisation pour tous les patients, dans toutes les disciplines, donc libre, et si refus, on peut prévoir une HDT avec 2 certificats médicaux, une demande manuscrite de tiers, selon la loi de juin 90, révisée par la loi du 4 mars 2002, ici parce qu'il y a des idées suicidaires. Hein. Donc la patiente risque de ne pas être consentante aux soins et il y a nécessité d'une hospitalisation en milieu spécialisé avec des soins et une surveillance adaptée. Quel traitement médicamenteux doit-on prescrire ? Dépression. Qu'est-ce qu'on prescrit ? Bien évidemment, un traitement curatif, l'antidépresseur. On choisit une famille thérapeutique et je le répète, c'est ISRS, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine ou inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et la noradrénaline. On ne met pas ces abréviations car le CNCI ne les autorise pas, mais on marque en entier les noms de familles thérapeutiques. On fait un bilan préthérapeutique qui comprend un hémogramme, qui comprend un ionogramme sanguin, qui comprend un bilan hépatique et on précise. Bilan hépatique, donc transaminase et gamma-GT.
On précise le délai d'action au patient, 15 jours à 3 semaines avant d'agir. On dit que tous les antidépresseurs ont la même efficacité. On explique le traitement au patient. Et le traitement symptomatique, c'est contre l'anxiété, les troubles du sommeil. C'est un neuroleptique sédatif. Les hypnotiques, on s'en fout. Quels sont vos principaux éléments de surveillance? Eh bien, il faut surveiller l'humeur, le risque suicidaire, 0 si oubli, le sommeil et l'anxiété. Ces deux signes-là sont importants parce qu'ils induisent un risque suicidaire quand ils sont trop importants. On surveille l'appétit qui est de mon côté et les effets secondaires du traitement qui sont essentiellement digestifs, type de céphalée, trouble de la libido et perte ou prise de poids pour les ISRS. Il existe une consommation de cannabis à visée hypnotique, ce qui est assez fréquent, hein, cette dépendance qui s'installe secondairement sur des tableaux dépressifs. À quel risque somatique est exposée votre patiente? Là, on vous demande d'informer la patiente. Donc, on informe la patiente de manière claire, loyale et adaptée, et on lui dit qu'il y a un risque de cancer qui touche différents organes, les poumons, les cancers ORL par exemple. Il y a un risque gynéco-obstétrical, il y a un risque d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, un risque de bronchite chronique, d'hyperémie conjonctivale, les yeux rouges, sécheresse buccale, c'est pas très grave, et de troubles digestifs. Les plus importants, c'est vraiment informer sur les risques de cancer, les risques gynécologiques et obstétricaux, et les risques cardiovasculaires et pulmonaires. Cette patiente va perdre son oncle maternel, malheureusement, qu'elle adorait plus que tout. Quelles sont les différentes phases de deuil? Alors cette question, vous la bossez jamais, donc une diapo, ça suffit. Donc il y a la phase d'impact, qui dure quelques heures à quelques jours à quelques semaines, et on retrouve dedans l'hébétude, le déni, l'incrédulité, la stupéfaction. Retenez phase d'impact ou phase de choc. La deuxième phase, c'est la phase dépressive, qui dure plusieurs semaines à 6 mois. On retrouve dedans, comme description clinique, des regrets nostalgiques, des phases de protestation, de désorganisation des pensées, sans être schizophrénique, des phases d'agitation, etc. La troisième phase, c'est la phase de guérison, à partir du 6e mois. Donc, il y a une phase de récupération, de restitution. En fait, on se reconstruit. Donc, je répète, phase d'impact, quelques semaines. Phase dépressive, plusieurs semaines à 6 mois. Et la phase de guérison, à partir du 6e mois. Ça, c'est le deuil normal. On est dans ce qu'on appelle le deuil pathologique quand ça dure plus d'1 an. Donc, en conclusion, la dépression, bien évidemment, c'est une maladie extrêmement fréquente. C'est un sujet qui est plus que tombable. Je vous rappelle les 3 sous-types de mélancolie. La mélancolie délirante avec le syndrome de Cotard, donc une négation délirante d'organes, où justement le patient a l'impression de ne plus avoir d'organes, de poumons, d'intestin, d'estomac, ou bien il se pourrit de l'intérieur. Et c'est une indication à la sismothérapie d'emblée, les électrochocs, après un bilan pré-anesthésie générale. Vous avez 2 autres phases qui sont moins tombables de mélancolie. La mélancolie stuporeuse, où ils sont complètement bloqués, apathiques, et la phase agitée qui est l'inverse. Tous les antidépresseurs ont la même efficacité. Et un petit point lié au cannabis, il y a ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel lié au cannabis, et ça ressemble fortement à une dépression. Voilà, et n'oubliez surtout pas associer aux antidépresseurs la psychothérapie, donc le soutien, plus la thérapie cognitive et comportementale ou d'inspiration analytique. Donc, les recommandations HAS, il y en a plusieurs, 2002, 2007 et 2009, vous les retrouverez dans la bibliothèque de la conférence Raphaël. Et on a traité les items sur les troubles de l'humeur, hospitalisation, les addictions, le deuil normal et la prescription des traitements. Je vous remercie.